Bonjour, dans cette nouvelle vidéo concernant cette fois-ci sur les nombres complexes, en première partie bien sûr, parce qu'on va essayer de séparer ce cours en deux parties. Pourquoi? Car tout simplement c'est un cours qui va prendre beaucoup de temps, donc j'ai préféré de le séparer en deux parties. Donc tout d'abord on va essayer de parler de ce qu'on appelle les nombres complexes qui peut s'écrire sous la forme de z égale à a plus ib. Mais avant de parler de ça, on doit faire un petit rappel sur les ensembles. Bien sûr, un bref rappel, car vous pouvez voir une vidéo que j'ai fait que sur les ensembles pour mieux comprendre tout ça. D'ailleurs, on remarque souvent que les élèves, ils n'arrivent pas à faire attention lorsqu'on vous demande, à titre d'exemple, qu'une fonction est définie sur R, ou bien résoudre une équation dans R, ou bien dans N, ou Z, etc. Autrement dit, il faut comprendre ce principe sur les ensembles pour que vous puissiez mieux comprendre l'ensemble C. Mais quand même, on va essayer de parler un tout petit peu sur cet ensemble. Donc l'ensemble C, c'est un ensemble qui est plus grand que l'ensemble R. Autrement dit, l'ensemble R, il est inclus dans l'ensemble C. Et ce qu'il a d'exception, cet ensemble, c'est que, par exemple, si je prends une équation genre x au carré égale à moins 2, en général, on dit que 1 carré n'est jamais négatif, donc cette équation n'admet pas de solution dans R, mais dans C, on va essayer de voir ça ensemble, que cette équation, il va admettre deux solutions dans l'ensemble C. Donc l'ensemble C, c'est un ensemble déjà qui contient l'ensemble R, donc on dit que l'ensemble R, il est inclus dans l'ensemble C. Tous les réels sont des nombres complexes. Deuxième chose, donc cet ensemble C, c'est qu'il contient un nombre imaginaire. C'est ce qu'on appelle le I. Et le I au carré, c'est égal à moins 1. Et bien sûr, l'ensemble C est les menus d'une addition, d'une multiplication qui ont les mêmes propriétés que dans R. C'est-à-dire l'ensemble des réels. Toutes les opérations qu'on applique sur l'ensemble R seront valables sur l'ensemble C. D'accord? Donc, pour un nombre complexe, il s'écrit toujours sous la forme de Z égale à A plus IB. Donc, le A, c'est ce qu'on appelle la partie réelle. D'accord? Le A, c'est la partie réelle. Et le B, c'est ce qu'on appelle la partie imaginaire. Mais il faut faire attention, le A et le B, ils appartiennent tous les deux à R. D'accord? Donc le Z, par exemple, égale à 3 plus 2i. Donc ça, c'est un A fixe ou bien c'est un nombre complexe qui s'écrit sous cette forme-là. Donc le 3, c'est ce qu'on appelle sa partie réelle. Et le 2, c'est ce qu'on appelle sa partie imaginaire. Donc comme vous pouvez le remarquer, le 3, il appartient à R. Et le 2 appartient lui aussi à R. Donc si je prends un autre exemple, Z2 égale, donc Z2 égale à moins racine carrée de 3 plus 1 demi de I. Ça, c'est un nombre complexe, ou ce qu'on appelle la fixe d'un point qu'on va l'associer par la suite à un point M. Bref, donc ce nombre complexe, sa partie réelle, c'est moins racine carrée de 3. Et sa partie imaginaire, c'est 1 demi. D'ailleurs, donc il existe après des cas qui sont très particuliers. C'est ce qu'on appelle les nombres imaginaires purs et les nombres réels purs. Donc un nombre imaginaire pur, c'est lorsque sa partie est réelle. Donc pour la partie réelle d'un nombre complexe Z, on note comme ça RE, donc égal à 0. Donc si on a RE égal à 0, alors Z est un nombre complexe pur. D'accord? Donc le RE de Z égale à 0. Tout simplement ici, si on se basant sur cet exemple qui est Z égale à A plus IB, bah le A dans ce cas-là, on dit tout simplement, donc RE de Z égale à 0, cela veut dire que A égale à 0, d'accord? Après, il y a ce qu'on appelle les nombres qui sont réels purs, c'est lorsque la partie imaginaire de Z, au nom IMZ, donc IMZ c'est tout simplement, cela veut dire que la partie imaginaire de Z, c'est égal à 0, d'accord? Et dans ce cas-là, on parle de ce qu'on appelle un nombre réel qui est pur. Autrement dit, donc le Z dans le second cas, il appartient à R. Ou bien, tout simplement, on pourra dire que le B égale à 0, si toujours en partant sur le fait que Z égale à A plus IB. D'ailleurs, parfois, vous pouvez trouver une autre notation, on dit que Z égale à X plus Y.
c'est tout simplement le A, il sera remplacé par le X, et le Y sera remplacé tout simplement par B. Donc on va essayer de mettre tout ça dans un exercice d'application. Voilà, dans cet exercice d'application, on a Z1 égale à 1 plus 2i et Z2 égale à moins 1 plus i. Ce sont des nombres complexes. Il fallait déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de Z3. Z3 c'est égal à quoi? Égal à Z1 fois Z2. Bah là, tout simplement, on a dit que les opérations qu'on utilise en général pour l'ensemble R sont valables pour l'ensemble C. Donc on écrit Z3 égale fois Z2 et je remplace. Z3 égale Z1 fois Z2 et je remplace Z1 c'est égal à 1 plus 2i facteur de Z2 qui est égal à moins 1 plus i. Et là on va essayer de développer d'une manière classique. 1 fois moins 1 ça fait moins 1. 1 fois plus i ça fait plus 1i ou bien tout simplement plus i. 2i fois moins 1 ça fait moins 2i. Et 2i fois i ça fait plus 2i au carré. D'accord? Égal. Donc, le i au carré, je vous rappelle qu'on a commencé cette vidéo, on a dit que la particularité de l'ensemble C, c'est que i au carré égale à moins 1. Donc, i au carré égale à moins 1. Bah là, le i au carré égale à moins 1 fois plus 2, ça va faire moins 2. Du coup, ça va faire moins 1, moins 2, plus i, moins 2i. Moins 1, moins 2, ça fera moins 3. Et i moins 2i, c'est comme si vous travaillez avec x moins 2x, ça fera moins x. Bah là, ça fera moins i. D'accord? Donc, on dit que la partie réelle de Z3, et on l'écrit comme ça, RE, Z3 égale, donc c'est moins 3. Et la partie imaginaire de Z3, c'est égal à moins 1. Pourquoi? Car tout simplement, c'est comme si j'ai moins 1 fois i. Donc la partie imaginaire, je prends le nombre multiplicateur de i. Si j'avais plus i ici, bah dans ce cas, la partie imaginaire de Z3, ça sera plus 1. Voilà un exemple simple. Bien sûr, c'est des exemples basiques. Et dans les prochaines vidéos, on va essayer de travailler sur des exemples plus compliqués. Là, c'est juste là pour comprendre un tout petit peu le cours. D'accord? On va passer maintenant à Z4. On a Z4 égale à Z1 au carré. Donc Z1 c'est quoi? C'est 1 plus 2i. Comme ça vous pouvez comprendre que en fait c'est les mêmes opérations qu'on utilise pour l'ensemble R. Là c'est une identité remarquable. C'est la première identité remarquable. C'est A plus B le tout au carré. Égale à A carré plus 2AB plus B au carré. A égale à 1. Donc ça fait 1 au carré. Plus 2 fois A qui égale à 1 fois B égale à 2i plus b au carré. Donc c'est 2i au carré. Là, il faut faire attention de mettre le tout entre parenthèses. Il ne faut pas mettre 2i au carré, sinon c'est que le i qui va prendre le carré. Là, on va calculer. 1 au carré, ça fait 1. 2 fois 1, ça fait 2. 2 fois 2i, ça fait 4i. Plus 2i au carré, ça fait 2 au carré, ça fait 4. Et le i au carré, qu'on a dit que c'est égal à, donc i au carré, je vous rappelle, c'est égal à moins 1. Donc du coup, ça fera moins 1 fois plus 4, ça fait 1 moins 4 plus 4i. Qui est égal à moins 3 plus 4i. Donc on dit que la partie réelle de Z4 sera égale à moins 3. Et la partie imaginaire de Z4 sera égale à 4. Voilà pour cet exemple qui nous permet tout simplement de calculer ou bien d'identifier ou de déterminer ce qu'on appelle la partie réelle et la partie imaginaire d'un nombre complexe. Et aussi, ça nous permet aussi de travailler sur ce qu'on appelle les opérations genre multiplication, addition et aussi les identités remarquables. Maintenant, on va essayer de passer à ce qu'on appelle la représentation graphique des nombres complexes. D'ailleurs, c'est avec les représentations graphiques qu'on pourra mieux comprendre les nombres complexes. Et en général, lorsqu'on donne une interprétation graphique de quelque chose, on comprend mieux ce qu'on est en train de faire, d'accord? Pour la représentation graphique d'un nombre complexe, là on va essayer de travailler toujours avec un z égal à a plus ib. Vous pouvez travailler aussi avec
x plus y, comme vous voulez. Donc pour un nombre complexe, on l'associe toujours à un point, d'accord? Un point, on l'appelle en général m. On pourra l'appeler ce qu'on veut, juste là lorsqu'on travaille d'une manière générale, on travaille avec le point m, d'accord? Vous avez donc remarqué ça dans le cours, à chaque fois, lorsqu'on travaille pour un nombre complexe quelconque, on l'associe toujours pour le point m. Donc le z qui est égal à a plus ib, c'est quoi la relation donc, entre ce z là, bien ce nombre complexe et un point? C'est que puisque m a pour a fixe, on dit que m a pour a fixe z, dans ce cas là le point m, il aura comme coordonnées a et b, d'accord? Le a c'est l'abscisse et le b c'est ce qu'on appelle l'ordonnée. Donc le z qui est égal à a plus ib, la partie réelle de z elle représente l'abscisse du point m, et la partie imaginaire de z elle représente ce qu'on appelle l'ordonnée du point m. Dans ce cas là je peux placer mon point m dans un repère, c'est-à-dire donc le point m a pour abscisse c'est a et a pour ordonnée c'est b, et son affixe, donc ça se lit comme ça, on dit que l'affixe du point m c'est a plus ib, ou bien on pourra écrire tout simplement m d'affixe z, d'accord? Si on a déjà noté par exemple z égale à a plus ib, dans ce cas là on pourra écrire ça. D'ailleurs donc vous avez trouvé aussi par exemple on pourra parler d'un point a, za, juste à titre d'exemple, égal à 2 plus 3i. Bah, si on veut placer ce point là dans un repère, tout simplement là sur l'axe, là je vais prendre un repère UV, on utilise UV, on n'utilise pas le IJ, tout simplement pour ne pas confondre le I comme vecteur ou bien un vecteur unitaire avec le I qui est le nombre imaginaire, d'accord? Donc dans les nombres complexes, dans les repères, on travaille toujours avec U, UV. Bah là on prend 2 comme abscisse, et là par exemple 3 comme ordonnée, et le point A il est là, et son affixe c'est ZA, d'accord? Ou bien on dit tout simplement les coordonnées du point A c'est 2 et 3. Donc d'une manière générale, ce point M, ça s'appelle donc l'image ponctuelle de Z. Donc de là on dit que c'est le Z, ça représente ce qu'on appelle l'affixe du point M, et le M, ça s'appelle l'image ponctuelle de Z. Bien sûr, lorsque on place un point quelconque, que ça sera le point M ou bien ce point A, on pourra l'associer à un vecteur, donc ce point là, donc ce qu'on appelle le vecteur, donc ce vecteur qui est là, donc le OM. Bah, le vecteur OM a pour coordonnées elle aussi les valeurs de A et de B, c'est-à-dire l'abscisse du vecteur OM, ça sera la partie réelle de Z, et l'ordonnée du vecteur OM, ça sera la partie imaginaire de Z, ce qu'on appelle B, d'accord? Cette représentation, ça s'appelle donc le OM, ça s'appelle tout simplement l'image vectorielle de Z, et le Z, ça s'appelle l'affixe tout simplement du vecteur OM, d'accord? D'une manière générale, si par exemple j'ai deux points différents, là on a travaillé juste avec OM, car en général pour avoir l'affixe d'un vecteur, c'est simple. D'une manière générale, pour avoir l'affixe d'un vecteur AB, on fait ZB moins ZA, d'accord? Et on aura un nombre complexe. Dans la partie réelle, ça représente tout simplement l'abscisse du vecteur AB, et la partie imaginaire représente l'ordonnée du vecteur AB. Tout ça, on va essayer de le voir dans les exemples, d'accord? Une dernière chose, ou bien c'est une remarque, pour tout à l'heure, on a parlé de ce qu'on appelle les nombres réels purs et les nombres imaginaires purs. Donc là, l'axe des abscisses, ce qu'on appelle, lorsqu'on a un nombre réel pur, c'est Z égale à A, d'accord? Car son B égale à 0. Pour les nombres réels purs, la partie imaginaire égale à 0. Bah, Z égale à A, c'est ce qu'on appelle l'axe des abscisses. Idem pour un nombre imaginaire pur, c'est-à-dire lorsque le A égale à 0, donc Z égale à IB, donc le A sera toujours égal à 0, bah, c'est ce qu'on appelle l'axe des ordonnées. D'accord? Donc l'axe des abscisses
elle représente ce qu'on appelle les nombres complexes ou bien les réels purs. Et l'axe des ordonnées, il représente ce qu'on appelle les nombres complexes ou bien imaginaires purs. D'accord? Et entre eux, bien sûr que ça sera ici ou ici ou ici ou ici, c'est ce qu'on appelle les nombres complexes d'une manière générale, pas de cas particulier. Sinon, le plan, ça s'appelle le plan complexe. On passe maintenant à l'addition et la multiplication par un réel et aussi l'interprétation géométrique sur le travail bien sûr des nombres complexes. Donc pour l'addition, si je prends par exemple le Z1 égale à A1 plus IB1 et Z2 égale à A2 plus IB2, bah pour calculer l'addition de Z1 plus Z2, il suffit tout simplement de faire A1 plus A2, c'est-à-dire on additionne la partie réelle de Z1 plus la partie réelle de Z2, et pareil, donc on fait B1 plus B2 facteur de I, autrement dit on additionne tout simplement leurs parties imaginaires. Pareil pour la multiplication, si on a par exemple Z1 fois Z2, on doit faire tout simplement A1 plus IB1 facteur de A2 plus IB2. Pour cela, j'ai pris cet exemple. Donc, si on prend deux points A et B, deux points des plans donc d'affixe ZA, ZA égale à 3 moins I et ZB égale à moins 2 plus 3I. Donc là, si on veut calculer ZA fois ZB, c'est égal à quoi? C'est égal à 3 moins I fois moins 2 plus 3I. D'accord? C'est égal. Et là, je développe 3 fois moins 2, ça fera moins 6. 3 fois plus 3i, ça fera 9i. Moins i fois moins 2, ça fera plus 2i. Et moins i fois 3i, ça fait moins 3i au carré. Et i au carré, on a dit c'est égal à quoi? C'est égal à moins 1. Moins 1 fois moins 3, ça fait plus 3. Moins 6 plus 3, ça va faire moins 3. Et pour les parties imaginaires, 9i plus 2i, ça va faire 11i. D'accord? Pareil, par exemple, si on veut faire ZA plus ZB, on a dit quoi? On a dit on doit tout simplement additionner leurs parties réelles. 3 plus moins 2, ça fait 1. Et leur partie imaginaire, moins 1 plus 3, ça fait 2. Donc, ça fera plus 2i. Si je multiplie par un réel, par exemple, si je veux calculer 3ZA, d'accord, 3ZA c'est égal à quoi? 3 fois 3 ça fera 9, moins 3i. Revenons à ce que on a parlé tout à l'heure, puisqu'on a cet exemple devant nous. On veut calculer par exemple l'affixe du vecteur AB. Donc l'affixe du vecteur AB, on fait tout simplement, on fait ZB moins ZA. On doit faire toujours attention, le point d'arrivée moins le point de départ. AB, entre parenthèses. Donc ZB c'est quoi? C'est égal à, on a dit, moins 2 plus 3i, moins ZA, donc moins 3, plus i. Il faut faire attention de changer le signe. Donc l'affixe de vecteur AB, moins 2, moins 3, ça fera moins 5, plus 4i. Donc on dit que l'affixe, on pourra le noter aussi comme ça, Z comme indice AB, c'est égal à moins 5 plus 4i. Si on parle de coordonnées, donc le vecteur AB a pour coordonnées moins 5 et 4. Pour la représentation graphique de ZA et de ZB, donc là on va prendre un petit repère ici. Donc le Z, déjà, on doit toujours placer le U et le V. ZA, c'est 3 moins I. Donc l'abscisse du point A, c'est 3. Donc 1, 2, 3. Et son ordonnée, c'est moins 1 et moins 1. Donc ça va être à peu près le point A, elle est là. D'accord? Donc là, c'est les coordonnées du point A. Ou bien si on veut placer le point A dans l'affixe, c'est 3 moins I. Pareil pour le point B, donc sa partie réelle c'est moins 2, donc l'abscisse c'est moins 2, 1, 2.
Et son ordonnée, c'est moins 3. Donc la partie imaginaire, ça me donne ce qu'on appelle l'ordonnée. Et le point B, il va être là. D'accord? Et si vous voulez le vecteur AB, ça va être ça. Donc là, tout simplement, on décale de moins 5 et on monte de 4 si vous voulez lire d'une manière graphique les coordonnées du vecteur AB. Passons maintenant à ce qu'on appelle la géométrie. Donc la géométrie, ça veut dire quoi? Donc pour l'utilisation des nombres complexes ou des complexes en géométrie, il y a deux méthodes. Donc générale, la première, il faut toujours transformer les données géométriques du texte ou les questions en termes de vecteurs puis du nombre complexe. Puis utiliser les règles de calcul pour résoudre le problème. D'accord? Ok, on va essayer d'expliquer tout ça. De mieux l'expliquer à partir de cet exemple. On considère les 3 points A, B, C d'affixe. ZA, ZB, ZC. La première chose à faire, même si ce n'est pas demandé dans un exercice, c'est mieux de placer les points avant de commencer à répondre aux questions. Le schéma, ça va nous aider beaucoup à résoudre le problème. La plupart des problèmes, ça nous facilite donc la résolution de l'exercice. Donc là, on va tracer un repère à main levée. On place le U et le V toujours. Le A pour affixe moins 3 plus 2i. Donc son abscisse c'est moins 3. Donc 1, 2, 3. Et son ordonnée c'est 2. Donc le point A, elle va être là. Le point B, son affixe c'est 1 plus i. Donc son abscisse c'est 1 et son ordonnée c'est 1. Et le point C c'est 3 moins 4i. Donc son abscisse c'est 3. Et son ordonnée c'est moins 4. Voilà le point C. Déterminer l'affixe du point D pour que A, B, C, D soit un parallélogramme. Donc A, B, C. Donc le D doit être quelque part ici. Donc là, si on fait un parallélogramme, A, B, voilà, A, B, C, D. Bien sûr, après on doit calculer, on ne doit pas déterminer d'une manière graphique, on doit le déterminer l'affixe du point D d'une manière par calcul. Donc là, on a dit quoi? Il faut transformer les données géométriques du texte ou les questions en termes de vecteurs, d'accord? Là, ce qu'on pourra en déduire, puisque A, B, C, D est un parallélogramme, cela veut dire qu'on pourra en déduire que le vecteur AB égale à quoi? Égale à le vecteur DC. Donc le schéma il est important car ça va nous permettre de bien garder l'ordre. Si jamais on se trompe, on dit que AB égale à CD, dans ce cas-là, on n'aura pas la bonne réponse. Donc là, on a transformé, puis de nombres complexes. De nombres complexes, cela veut dire quoi? On doit calculer ce qu'on appelle le ZAB, donc l'affixe du vecteur ZAB. Je vous rappelle, pour calculer l'affixe d'un vecteur, il faut faire ZB moins ZA. Je vais travailler en ligne. Donc ZB c'est égal à 1 plus I moins là, il vaut mieux faire des parenthèses. Sinon, si vous pouvez changer le signe directement, ça sera bien. Donc 1 moins 3, ça fait plus 3. Donc plus 1, ça fait 4. I moins 2i, ça fait moins i. D'accord? Ça, c'est d'une part. D'autre part, ZDC. Pareil, on va faire ZC moins ZD. ZC c'est égal à quoi? C'est égal à 3 moins 4i. Moins ZD, c'est ce qu'on cherche. On va le poser par exemple moins x moins y. Pourquoi j'ai mis moins? Tout simplement, on pourra faire moins entre parenthèses x plus y. Sinon, on enlève les parenthèses. On regroupe les parties réelles d'une part. 3 moins x, donc je vous rappelle que le x c'est la partie réelle de ZD, et la partie imaginaire d'autre part. Pour cela, je dois factoriser par i. Donc là, je vais faire plus moins 4 moins y fois i. Et puisqu'on a les deux vecteurs AB égale à DC, alors leur affixe lui aussi sera égal. Cela veut dire que 4, donc la partie réelle de ZAB c'est quoi? C'est 4. La partie réelle de ZDC c'est 3 moins x. C'est pour cela que j'ai regroupé la partie réelle d'une part et la partie imaginaire de la fixe de vecteur DC. D'accord? Donc là, ce qu'on pourra en déduire,
c'est que la partie réelle de ZDC égale la partie réelle de ZAB. Donc là, je vais continuer ici. 3 moins X, ça doit faire 4. Ça, c'est d'une part. J'aurai un petit système. Et la partie imaginaire de ZDC qui est égale à moins 4 moins Y égale à la partie imaginaire de ZAB. La partie imaginaire de ZAB, c'est égal à moins 1. Là, on va isoler le X. Bah, le X, ça sera donc 4 moins 3, ça fait 1. Donc, ça, c'est moins X qui égale à 1. Donc, X égale à moins 1. Là, le Y égale à quoi? Moins 1 plus 4, ça fait 3. Moins Y égale à 3. Donc, le Y égale à moins 3. Donc, le Z, je vais l'écrire là, le ZD, la fixe du point D, sera tout simplement le X égale à 1 et le Y égale à 3. Donc, ça fera 1 moins 3i. Et si on le place, ça fera 1 moins 3, ça va être là. Et comme ça, d'une manière graphique, je pourrais vérifier que est-ce que A, B, C, D est un parallélogramme? Oui, c'est un parallélogramme. D'accord? Voilà pour ce qu'on appelle la méthode générale qui consiste à utiliser les complexes en géométrie. Donc là, j'ai transformé mes données sous forme de vecteurs, puis j'ai transformé donc ces vecteurs sous forme de nombres complexes. Ça, c'est lorsque je l'écris ZAB sous forme de 4 moins I et ZDC 3 moins X plus entre parenthèses moins 4 moins Y fois I. Donc là, je l'ai transformé sous forme de nombres complexes. Et après, j'ai utilisé les règles de calcul. Les règles de calcul, là, j'ai utilisé ce qu'on appelle l'identification. Donc, deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires aussi sont égaux. D'accord? Je vous laisse quand même donc faire la deuxième question, consiste à déterminer les coordonnées du centre. Donc le centre, c'est tout simplement le point d'intersection des diagonales d'un parallélogramme. Là, on va tracer. Juste un petit piste, donc le O, il est là. Bah, vous essayez de trouver une relation d'abord vectorielle. Par exemple, là, on pourra trouver beaucoup de relations. DO égale à OB, AO égale à OC. Vecteur AC égale à 2 fois le vecteur AO, le vecteur DO égale à 1 demi du vecteur DB, etc. Donc là, vous essayez de trouver une relation vectorielle. Après, vous transformez cette relation vectorielle en nombre complexe et vous utilisez donc l'égalité entre la première et la deuxième partie de cette égalité. D'accord? Sinon, si vous n'arrivez pas, donc vous me laissez des commentaires. Donc je pourrais donc vous donner la réponse dans les commentaires. Sinon, on passe maintenant à ce qu'on appelle le conjugué d'un nombre complexe. Le conjugué d'un nombre complexe, c'est simple. Donc, si je prends toujours z égale à a plus ib, bah, le conjugué de z, on le note z bar, d'accord? C'est égal à a moins ib. D'une manière graphique, donc si on associe donc un point M d'affixe z, donc le point M il va être là. Ça, c'est son a. Et ça, c'est son B, c'est-à-dire son abscisse et son ordonnée. Donc là, c'est A plus IB. Ben, le conjugué, c'est tout simplement la symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Il va être là, à peu près. Donc ça, c'est mon B. Car là, on va l'associer à un point M' d'affixe A moins IB. Bien sûr, pour avoir ce qu'on appelle le conjugué d'un nombre complexe, il faut d'abord avoir ce qu'on appelle sa partie réelle et sa partie imaginaire. Voilà pour le conjugué d'un nombre complexe, c'est simple. On passe directement à ce qu'on appelle le module et l'argument d'un nombre complexe. Bah, le module, c'est quoi? Déjà, je vais prendre déjà un nombre complexe. On va travailler toujours avec la même chose, A plus IB. Donc le nombre complexe, on va l'associer à un point M, donc d'affixe Z. Si je trace un repère, le M, il va être quelque part ici avec un abscisse A et un ordonnée B. Donc cette longueur de là à là, le OM, donc c'est ce qu'on appelle le module de Z. Donc le module de Z, on note Z entre deux barres, ça représente tout simplement la distance OM, d'accord?
Et pour calculer la distance OM, donc pour calculer cette distance OM, là c'est égal à, on a dit c'est A, là c'est égal à B, d'accord? Bah, on pourra utiliser le théorème de Pythagore, donc OM au carré égale à quoi? L'hypoténuse égale à A au carré plus B au carré. Donc OM égale à quoi? C'est ce qu'on appelle la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ou sinon vous pouvez la prendre directement par cœur. Si vous avez un point et vous voulez calculer le module de ce point là, bah, le module c'est tout simplement la racine carrée de la partie réelle plus la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Pour l'argument, donc lorsqu'on dit l'argument de z, et on trouve que c'est égal à θ. C'est quoi θ? Donc θ, c'est l'angle qui est entre U, donc ce θ là, c'est l'angle formé par l'angle orienté donc U et le vecteur OM. Donc l'angle qui est là, l'angle qui va être formé entre le vecteur OM et l'axe des abscisses, c'est-à-dire le vecteur, surtout le vecteur U, parce que si on met l'axe des abscisses, ça peut partir vers la gauche. Donc c'est entre le vecteur U et le vecteur OM, c'est ce qu'on appelle l'argument d'un point. Et pour le calculer, c'est simple. Il faut savoir que cos θ, c'est égal à quoi? Le cos, en général, c'est le côté adjacent. Le côté adjacent ici égal à quoi? C'est égal tout simplement à A, la partie réelle de Z, sur OM. OM, on a dit, c'est ce qu'on appelle le module de Z. Et il y a une deuxième condition donc, de cet angle, c'est que sinus θ, c'est égal à quoi? C'est égal à le côté opposé, ce qu'on appelle la partie imaginaire de Z, pardon, c'est B, sur l'hypoténuse qui est égale à OM. Et le OM, c'est le module de Z. Très bien. Si on va essayer de mettre tout ça en application, donc déterminer le module et un argument du module du nombre complexe Z égale à moins plus I racine carrée de 3. Donc on a dit que le module, c'est égal à quoi? C'est égal à la racine carrée de la partie réelle au carré. Donc la partie réelle, c'est moins 1, plus la partie imaginaire qui égale à racine carrée de 3 au carré. Donc moins 1 au carré, ça fait 1. Racine carrée de 3 au carré, ça fait 3. 1 plus 3, ça fait 4. Racine carrée de 4, ça fait 2. D'accord? Pour l'argument de Z, on va le noter, donc c'est θ. Avec, c'est quoi θ? Donc cos θ égale à quoi? Cos θ, on a dit qu'il égale à la partie réelle de Z, c'est-à-dire moins 1 sur le module de Z qui est égal à 2. Autrement dit, on ne pourra pas calculer l'argument sans calculer le module. Et le sinus de θ égale à quoi? La partie imaginaire, ce qu'on appelle le B, c'est racine carrée de 3 sur le module sur 2. Maintenant, pour répondre à ça, il faut trouver un angle θ dont le cosinus égale à moins 1,5 et le sinus égale à racine carrée de 3 sur 2. Il y a plusieurs techniques. Parmi eux, donc on pourra tracer un cercle. Déjà, le cosinus il est négatif et le sinus positif. Bah, on est dans le deuxième quart du cercle. Et le cosinus égale à 1,5. Donc le 1,5 il est là. Donc moins 1,5 plutôt. Bah, ça fera pi sur 3. 2 pi sur 3. Parce que ça c'est pi sur 3, c'est 1,5. Et là, ça fera 2 pi sur 3. Sinon vous pouvez voir, j'ai déjà fait une vidéo sur le cercle trigonométrique, comment apprendre le cercle trigonométrique de manière facile, ou bien vous pouvez utiliser la calculatrice, c'est autorisé, il faut faire juste attention, si jamais c'est le bac cette année, ça sera sans la calculatrice, donc il vaut mieux quand même maîtriser le cercle trigonométrique. Voilà pour le module et l'argument. Donc là aussi j'ai pris donc un exemple simple. Tout ça, ça rentre dans le cours sur les nombres complexes. Mais sinon, après, on va essayer de faire beaucoup d'exercices pour mieux comprendre ce chapitre. Voilà pour cette première partie concernant le cours sur les complexes. Dans la prochaine vidéo, ça sera la deuxième partie. On va essayer de parler aussi de ce qu'on appelle
l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe, l'écriture aussi des exponentielles, la formule de Moivre. On va essayer de travailler aussi sur les formules concernant le quotient d'un nombre complexe. On va essayer de travailler aussi sur les opérations avec les conjugués des nombres complexes. Aussi, on va parler de ce qu'on appelle les équations de second degré et surtout leur résolution dans l'ensemble C, c'est-à-dire lorsque le delta est inférieur à 0. Tout ça, on va essayer de voir dans la prochaine vidéo. Voilà donc pour cette partie. Donc si vous avez trouvé que cette vidéo était utile pour vous, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Et aussi si vous voulez suivre mes cours, vous n'hésitez pas à s'abonner sur ma chaîne. Comme ça, vous pouvez suivre tout le programme de terminale. Sinon, il me reste à vous souhaiter bonne chance et bon courage et à la prochaine vidéo.